Alors je dois dire que je suis assez content de retrouver Dreyfus, effectivement, le vrai personnage enfin Dreyfus, et je dois dire, je vais vous dire un truc, je vais vous avouer que Dreyfus était l'un de mes personnages préférés dans les premiers chapitres et les premiers arcs de Nanatsu no Taizai. C'est vrai que j'aimais bien ce côté un petit peu, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de charisme. Et d'ailleurs, j'ai été très content que son histoire se soit bien développée en profondeur avec la possession de Frodrin et également son amitié avec Hendriksen. Donc ça, je trouvais ça très bien. Également la relation avec Griamor qui devrait à mon avis être un petit peu plus explorée. D'ailleurs Griamor je pense est un petit peu le sous-Arthur entre guillemets, c'est-à-dire que je pense qu'il a un futur dans le manga. Évidemment moindre que celui, l'énorme potentiel, comme le prouve le databook d'ailleurs, d'Arthur, mais Griamor retrouvera sa forme physique et pourra reconstruire une relation, une véritable relation avec son père. En revanche par contre, ce que je dois dire de ce chapitre, enfin de ces deux chapitres, c'est qu'ils m'ont un petit peu déçu sur un point, c'est que je trouve qu'ils sont beaucoup trop rapides, et ça je crois que beaucoup de reviewers sont en train de le reconnaître en ce qui concerne Nanatsu no Taizai. Ça va très vite, les solutions sont apportées de manière extrêmement express, on n'a pas le temps finalement de vraiment ressentir le poids de la guerre, mais ça, je l'ai déjà dit 1000 fois, je vais pas le répéter, je pense que vous avez compris ma pensée là-dessus. Salut à tous les amis, on se retrouve pour la review des deux chapitres donc de Nanatsu no Taizai qui sont sortis ces 2 dernières semaines. En ce qui concerne donc le chapitre 192 et le chapitre 193, il s'agissait donc du combat entre Frodrin, Hendriksen, Zaratras et éventuellement donc Dreyfus lui-même, donc contre le démon Frodrin. Alors, intéressant ce combat parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'on se focusait, donc on se focalisait sur des personnages qui ne sont pas forcément des protagonistes. Également, on en apprenait un petit peu plus sur Frodrin, enfin du moins plutôt sur sa véritable forme, ce qui est plutôt cool je dois dire. Et également aussi, tout simplement, on retourne un personnage avec une mise en scène un petit peu, c'est plutôt bien mis en scène, parce qu'effectivement, si Zaratras est véritablement disparu, une mort, voilà, une place s'est libérée et une autre peut revenir dans le manga. Donc, enfin, voilà, une autre s'est libérée pour laisser place à Dreyfus. Donc en vérité, voilà, les deux chapitres étaient bons. Simplement, je crains un petit peu que finalement tout ça soit un petit peu précipité. Mais premièrement, chers amis, je vais essayer de faire une review extrêmement rapide parce que j'ai pas tout le temps en ce moment, c'est un peu compliqué. J'ai sorti une grosse vidéo dernièrement, elle m'a pris énormément de temps. D'ailleurs, s'il vous plaît, allez checker. Et d'ailleurs, je tiens à dire, ça c'est une petite chose comme ça, je fais de la pub pour mon ancienne review, s'il vous plaît. Si vous avez le temps, allez voir mon ancienne review parce que j'avais sorti très tardivement. Mais s'il vous plaît, allez voir la partie où je parle de Belial. J'ai énormément travaillé dessus, plutôt beaucoup travaillé sur mes théories sur les potentielles hypothèses que l'on pourrait attribuer au personnage de Belial qu'on ne connaît pas encore évidemment, mais allez voir ça s'il vous plaît parce que j'ai pas envie de le répéter. Donc c'est la review précédente, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez jeter un oeil, vous embêtez pas avec ce que j'ai dit juste avant, allez juste dans la timeline, vous regardez là où je parle de Belial. Mais nous allons parler du chapitre, chers amis. Donc le chapitre 192-193, bon, je les mixe et je parle un petit peu de ce qui s'est passé. Je découpe en plusieurs points. Premier point, le combat, donc, ce qui était bien avec ce combat, c'est qu'on se focalisait, comme je l'ai dit, sur trois sous-protagonistes, disons, des personnages secondaires. Alors, j'apprécie énormément, effectivement, Frodrin. C'est mon commandement préféré, je crois. Parce que c'est un peu un outsider. Je pense que, d'ailleurs, son rôle est important dans l'histoire. C'est un des démons qui a échappé un grand saut des démons, il a pu s'échapper de ça, donc c'est vraiment très intriguant. Il a d'ailleurs il a un rôle dans l'histoire de Meliodas, pas que dans l'histoire de la trame de Dreyfus, puisqu'il est celui qui était à Danafor, donc potentiellement effectivement l'assassin de Lise. En ce qui concerne donc ces trois personnages, on retrouvait également Zaratras et Hendriksen qui ont la première interaction, et ce que j'avais trouvé tout à fait ridicule lorsque Zaratras était arrivé, avait fait son grand retour dans le manga. On avait eu Meliodas qui était là en mode ah tiens salut Zaratras, ça va, on se boit un café dans 3 minutes. Non, c'est quoi ce délire? Le gars revient d'entre les morts sans aucune raison et toi t'es juste là en mode ok. En même temps on était face à un Meliodas qui était pas net non plus, donc il est peut-être possible que ça vienne de là. En ce qui concerne donc cette interaction, elle était beaucoup plus humaine et beaucoup plus compréhensible, puisque je trouve que Hendriksen ici faisait preuve d'une réelle stupeur face à la résurrection de Zaratras, qui devrait être normale. C'est ça, c'est pas normal du tout que Zaratras revienne comme ça d'un claquement de doigts. En vérité, ce que je trouve bien, c'est que Hendriksen est vraiment en mode what? Et putain, ça fait du bien. En ce qui concerne donc deuxième point, je trouve que le combat, il faut en parler un petit peu dans son ensemble, fonctionne très très bien au niveau du graphisme, déjà il fonctionne bien, et surtout au niveau des belligérants si vous voulez, parce que depuis tout à l'heure, non, pourquoi je dis ça? Depuis un certain temps dans le manga maintenant, on a des combats un petit peu titanesques avec différents types de personnages qui utilisent des techniques tout à fait loufoques, assez dissemblables, et qui proposent des techniques, enfin, des tableaux assez
assez atypique, je dois dire. Tandis que là, on a vraiment un combat très classique entre 3 chevaliers, si vous voulez, 3 sortes de paladins de l'extrême badassitude. Et c'est cool, c'est rafraîchissant d'avoir quelque chose de plus simple dans Nanatsu no Taizai. Et je dois dire que j'ai bien aimé, parce que aussi on voit la magie un peu... Alors le Marioku, le pouvoir donc de Zaratras, qui n'est pas lié à son pouvoir de druide, qui sont des pouvoirs qu'ils partagent tous entre druides, hein. Hendricksen, comme Zaratras, comme tous les autres druides qu'on a pu voir, maîtrise la purge, c'est-à-dire une sorte d'exorcisme un petit peu... bon, c'est une sorte de... Voilà, c'est une sorte de technique de paladin dans n'importe quelle technique de donjon, enfin de lore de Donjons et Dragons, si vous connaissez un peu, voilà. Mais bon, ils appellent ça les druides, peu importe, on s'en fiche complètement. Mais ici, on voit aussi qu'il a la foudre, maîtrise de la foudre, ce qui ne peut... je ne peux pas m'empêcher de penser à Théo de Silverberg, pour ceux qui connaissent Aventure, même si Zaratras est beaucoup plus sociable, je dois dire. Ensuite, donc voilà, troisième point, je dirais Hawk. L'intervention de Hawk, je pense qu'au début, elle a peut-être pu en énerver certains. Deus Ex Machina, décrédibilisation de la scène, c'est-à-dire qu'on est dans un moment un peu émotionnel, et là, on se tape un truc un peu comique. C'est vrai que c'était un peu chiant, mais... je veux dire, Hawk, fallait bien qu'il ait un rôle dans ce grand dénouement, et ça me dérange pas du tout que ce soit dans le combat contre Frodrin, parce que je dois dire un truc, Frodrin a toujours été un démon un peu traité sous le plan comique, sur le ton comique, pardon. C'est-à-dire que ça me dérange pas d'avoir ça. Honnêtement, ça m'a même fait rigoler, je dois dire. Ça m'a vraiment fait rire, et Frodrin, c'est un démon qui est un petit peu comme Askin Laclevar dans Bleach, ou qui est un peu une sorte de mec qui est fort, qui est important, mais qui prend un peu des fois les situations, malgré lui, je dirais, qui les tourne un peu en dérision. Et donc, alors, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment très problématique. En ce qui concerne donc, le quatrième point, c'est le sacrifice de Zaratras. Alors bon, il va quand même falloir nous expliquer quand même la réelle raison de la venue de Zaratras, la cause, le but également de cette résurrection, si c'en est une d'ailleurs, parce que ça ne pourrait... Enfin, c'est assez curieux en vérité. Et surtout, Zaratras, bon, quel est le but de son personnage? Parce que là, c'est très bizarre, c'est une allée et venue tout à fait random. C'est très hasardeux comme rôle dans le manga. Je sais pas si vous me suivez. Zaratras, pour moi, a une mission, comme chaque personnage dans un bon manga, du moins, qu'est Nanatsu no Taizai, du coup. Je trouve que Zaratras, on pourrait croire qu'il est fini, si vous voulez. On peut croire qu'il a disparu, comme j'ai dit tout à l'heure en intro. Il a laissé la place à Dreyfus pour revenir et pour reprendre la tête des chevaliers sacrés. Mais non, ce Zaratras n'a fait qu'une petite apparition finalement, c'est comme s'il avait fait un caméo, et comme on ne connaît pas ce personnage de base, on ne pourra pas se contenter d'un caméo. Donc je pense qu'effectivement on devra le revoir, c'est quasiment sûr. En ce qui concerne mon cinquième point du coup, c'est par rapport à Frodrin, et le vrai démon Frodrin avec sa putain de vraie forme. Alors c'est vraiment rafraîchissant de voir un démon qui est un monstre, essentiellement, c'est ça, c'est un monstre, pas vraiment de grands détails à mentionner, peut-être ça bouge sur le torse, qui est plutôt amusant, j'ai bien aimé. La chose est que j'ai vu dans le databook, sa technique c'est full size, et pas size, hein, full seize ou size, c'est-à-dire S-E-I-Z-E, c'est-à-dire se saisir si vous voulez. Full saisir, le saisissement complet si vous voulez. Donc, à partir de là, on peut éventuellement imaginer que le pouvoir de Dreyfus est tout simplement le fait d'habiter le corps des gens. Alors c'est un peu décevant, parce que je m'imaginais quelque chose d'autre. Je me disais peut-être que les démons peuvent faire ça, chacun ils peuvent habiter les gens, comme on a pu voir dans beaucoup de représentations folkloriques donc des démons, voilà, qu'ils peuvent manipuler un petit peu l'esprit et parfois même s'infiltrer dans les gens. Bon après, ouais, enfin peu importe. Mais enfin bref, peu importe, voilà. Donc après, il y a aussi autre chose qu'il faut mentionner, c'est par rapport à Griamor. Enfin, par rapport à l'interaction qu'il y a entre Frodrin et Griamor. À ce moment-là, c'est très intéressant parce qu'on voit Frodrin se retourner vers Griamor et lui dire... enfin, ne rien lui dire en fait, tout simplement, mais le regarder comme ça et se dire... enfin, nous donner presque l'impression qu'il avait un sentiment paternel et qu'il a construit une relation avec Griamor, ce qui est quand même assez stupéfiant et je trouve que ce serait intéressant de développer là-dessus. Est-ce que il se serait humanisé? Et je trouve que la réaction... Là, en fait, c'est le démon le plus humain. Comme je dis tout à l'heure, il fait penser à Askin. C'est quelqu'un qui a des réactions humaines. Et du coup, ça m'intéresserait de voir que finalement son pouvoir est un peu à double tranchant parce que ça lui fait infiltrer des gens et ça peut également influer sur sa propre personnalité. Ce que je trouverais vraiment intéressant à développer un démon qui de par sa technique, s'humanise. Voilà. Découvre un cœur dans
dans ses manipulations, dans ses manigances, et je trouve que ce serait un truc à explorer plutôt cool. Puis on est dans la nation d'Isaac, donc le symbolisme, voilà, ça a sa place. Ensuite, par rapport à Dreyfus, le retour de Dreyfus, bah alors là je suis tellement content, oh putain, c'est tellement génial, je suis tellement heureux de retrouver ce personnage. Pour moi, je trouve qu'il a une très grande classe, j'aime beaucoup son design, c'est une chose importante quand même, et puis aussi je trouve que son rôle dans le manga, ça a toujours été cette espèce de figure un peu très armurée, comme ça, avec les cheveux longs, la barbe, la moustache, ça, et qui sont justement ces espèces de représentation de l'ordre, de l'esprit chevaleresque, et du coup ce chevalier qui va enfin pouvoir faire preuve de sa volonté qui est le pouvoir, son pouvoir break, hein, qui est à la fois le fait de pouvoir tout couper, et le fait voilà, d'être résistant en tout point, et aussi également au niveau du mental, et surtout au niveau du mental justement. Alors après, bon voilà, donc j'aime ce perso, je suis content qu'il revienne, et je suis content enfin qu'il ait un troisième acte, parce qu'on a eu le premier acte Dreyfus, qui donc est mort, entre guillemets, face aux mains de Hendriksen, puis on a eu deuxième acte sous l'emprise de Frodrin, et troisième acte sûrement le vrai Dreyfus qui va redevenir le chef des Chevaliers Sacrés, et indépendant de la volonté de Dreyfus, voilà, ou de l'emprise de Frodrin, ou voilà, de la menace qui avait pu être faite à l'encontre de Hendriksen dans le cratère. Donc cette fois-ci on aura un Dreyfus qui n'a aucune emprise, qui n'a aucune corde qui l'empêche de bouger tel qu'il le souhaite. Enfin, dernier point, est-ce que tout ça est trop rapide? Oh là là. Oui, tout ça est trop rapide, définitivement trop rapide, mais le fait que ce soit tellement, de manière extravagante, c'est tellement extravagant, cette accélération de la résolution des enjeux, que je me dis la chose suivante: Nakaba prépare autre chose. Ne vous inquiétez pas. La relation, les rapports de force sont trop déséquilibrés pour que ce soit fait quelque chose de trop normal dans le cadre de l'histoire, de la trame principale. C'est pas possible. Les 10 commandements nous ont été tellement hypés qu'il est impossible que on nous les balaie du revers de la main de cette manière. Ce n'est pas possible, c'est juste pas possible. De ce fait, je pense que Frodrin, autant que tous les autres, réapparaîtront à un moment dans l'histoire et auront leur rôle à jouer. Et je pense qu'il y aura des révélations un petit peu, je dirais peut-être presque même pathétiques à leur sujet, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire qu'ils auront peut-être été trahis un moment, et peut-être qu'ils vont même peut-être se faire trahir. Ou peut-être sont-ils déjà trahis. Question suspens. Non, bah bon, voyez l'idée, c'est un peu trop rapide, mais je fais... Là, si vous voulez, je ne vais pas mettre une croix complète. Enfin, mettre directement une croix sur cet arc. Je pense qu'il y a encore des choses à voir. Et même si on approche du chapitre 200, je suis persuadé que les 10 commandements ont encore un rôle à jouer dans l'histoire. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette review, de cette micro-review express. Dites-moi voilà ce que vous pensez de Nanatsu no Taizai en ce moment. Enfin, vous avez l'habitude, hein. Voilà, le quotidien des commentaires, vous connaissez ça. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à aller voir la review sur Bélial. Et puis, enfin Bélialine, hein, voilà. Et puis, bon, les amis, ciao quoi. Allez les amis, ciao.